Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre... L'Organisation des Nations Unies a été créée dans sa forme actuelle à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939-1945. Elle succédait ainsi à ce qu'on a appelé avant elle la Société des Nations. L'Organisation des Nations Unies, au moment même où elle se créait, s'est bâtie sur le principe de la négation de la souveraineté des peuples. Puisque dans cette organisation, tous les peuples ne se valent pas. Il y a des peuples qui ont des droits que d'autres peuples n'ont pas. C'est une organisation qui est caractérisée par le dualisme, la dualité. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est opposée à elle-même. Elle est faite de deux grandes structures. D'une part, une structure qui paraît populaire, ouverte à tout le monde et qui s'appelle l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et d'autre part, une structure complètement élitiste qui s'appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, tous les peuples qui l'ont souhaité, tous les États du monde qui l'ont souhaité sont représentés. Soit environ plus de 200 États. Mais du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a que 15 États qui sont à chaque fois représentés. Mais à l'intérieur du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une troisième microstructure qui s'appelle le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Dans ce Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, il n'y en a que 5 qui sont représentés. Et ils y sont sans changement depuis 1945. Ce sont la Fédération de Russie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et la République de Chine. Écoutez-moi bien et notez, l'ONU a été dès son origine conçue pour ne pas respecter les droits des peuples. Car si elle voulait respecter les droits des peuples, l'ONU aurait pratiqué le sacro-saint principe One Country, One Vote. One Country, One Voice. Un pays, un État, une voix. Un État, eh bien, un vote. Il vous souviendra que sur le continent africain, il y a un pays qui s'était illustré par le refus de respecter le principe du One Man, One Vote contre les Africains. Quel est ce pays-là qui, pendant pratiquement 100 ans, a été dirigé par une horde de colons qui s'était accaparé les territoires, s'était accaparé le pouvoir politique de ce pays et qui avait décrété que dans ce pays-là, la voix d'un Africain d'origine ne valait pas la voix d'un homme blanc. Quel est le pays qui a pensé à cela? Vous le savez. L'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid. N'est-ce pas? Or, le principe de l'apartheid, qui a été combattu, notamment par l'African National Congress, avec le soutien du Sud global, des pays dits non alignés, notamment des grandes puissances du bloc de la gauche du XXe siècle. Ce principe-là, qui voulait que une voix d'un homme ou d'une femme noire ne vale pas une voix d'un homme ou d'une femme blanche, d'un homme ou d'une femme blanc, ce principe-là est exactement celui qui préside à l'ONU. Puisque aucun pays d'Afrique subsaharienne ne fait partie des 5 États membres du Conseil permanent de sécurité et détenteurs du droit de veto. Je dis bien aucun pays de l'Afrique subsaharienne. Entendez bien l'Afrique noire. C'est-à-dire exactement comme en Afrique du Sud sous l'apartheid. D'accord? L'ONU est une organisation qui est bâtie sur le principe de l'apartheid. Contre l'Afrique, elle est bâtie sur le principe de l'apartheid. L'Amérique latine aussi pourrait invoquer ce principe. Puisqu'un pays d'Amérique latine, aucun pays d'Amérique latine n'est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais, au moins le continent américain qui est rattaché en un seul continent à travers
le fameux canal de Panama, le continent américain, lui au moins, est représenté, ne serait-ce que par la puissance américaine. L'Afrique est le seul continent exclu du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa structure la plus décisive, à savoir le Conseil permanent. Je vous ai rappelé les 3 structures, mais qui en fait globalement sont 2. 1, l'Assemblée générale. Là-bas, chaque État a droit au vote, mais le vote de l'Assemblée générale ne fait pas office de loi, il n'est pas contraignant. C'est un vote purement consultatif. On va maintenant au Conseil de sécurité, il y a 15 membres, et dans ce Conseil de sécurité, il y a 10 membres rotatifs, c'est-à-dire les presque 200 autres États. Ils viennent 10 par 10 à chaque fois et ils se remplacent les uns par les autres, alors qu'il y en a 5 qui ne bougent pas. La Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Eux, ils ne bougent pas. Ils détiennent en particulier un pouvoir qu'aucun autre peuple du monde, en dehors de ces 5 n'a, c'est le droit de veto. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec les décisions de pratiquement 200 pays du monde, ils le disent et ces décisions ne passent pas. C'est ce que le droit qu'ils se sont octroyés leur donne. Bon. La grande question c'est donc, mais qu'est-ce qui explique ce déséquilibre? D'où vient ce déséquilibre? Ce déséquilibre est en fait le témoignage du rapport de force militaire issu de la Deuxième Guerre mondiale. Tout comme la situation qui prévalait dans la Société des Nations était le témoignage de l'équilibre des forces militaires du 19e siècle. Vous comprenez? Quels sont les pays qui ont officiellement remporté la Deuxième Guerre mondiale? Ces pays sont présentés comme les pays du bloc occidental en association avec l'Union soviétique et la République populaire de Chine. Voilà les pays qui se sont positionnés comme les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a parmi ces pays-là un pays qui n'a jamais gagné la guerre, parce que lui, il a été libéré par d'autres pays. La Grande-Bretagne n'a pas été libérée de la tentative d'emprise soviétique par les Russes ou par les Américains. L'Amérique elle-même n'était pas attaquée sur son sol national lors de la guerre de 39-45. Il y a un pays là qui, lui, n'était pas capable de mener la guerre par lui-même, de gagner la guerre par lui-même, et qui s'est retrouvé parmi les 5 grands. Ce pays, c'est la France. La France est aujourd'hui membre permanent du Conseil de sécurité parce que la Fédération, l'Union des républiques socialistes soviétiques l'a accepté. Parce que les États-Unis d'Amérique l'ont accepté, parce que la Grande-Bretagne l'a accepté. Et parce que les soldats africains, issus des colonies et territoires sous tutelle française d'Afrique, ont servi pour l'essentiel, de chair à canon pour libérer la France en première ligne des combats. La France est aujourd'hui membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, incontestablement, grâce à l'Union soviétique, grâce aux États-Unis d'Amérique et à l'Angleterre, grâce à l'Afrique. Car elle n'avait pas de troupes pour affronter Hitler en 1939-1945, en dehors de son commando qui fait de 170 personnes, 177 personnes, et des troupes d'Afrique. Donc, en fait, pourquoi l'Afrique est-elle exclue? L'Afrique est exclue du Conseil de sécurité parce que des puissances qui ont pratiqué la traite négrière, qui ont pratiqué la colonisation, des puissances qui ont profité des troupes africaines pour être libérées, n'ont toujours pas accepté l'idée qu'une puissance africaine soit leur égale sur le plan du droit international. Et pour ce qui concerne l'Afrique dite entre guillemets francophone, c'est la posture classique et permanente de la diplomatie française. Empêcher une grande puissance africaine d'avoir les mêmes droits au Conseil permanent de sécurité de l'ONU que la France. Voilà pourquoi plusieurs chefs de la diplomatie africaine, dans des pays qui ont osé poser le problème, ont contesté un statut que la France tente de conserver, alors qu'elle ne le mérite pas, aux Nations Unies. C'est le statut de penholder de toutes les résolutions se rédigeant sur les pays d'Afrique anciennement colonie
anciennement territoire sous tutelle française. Penholder, en anglais, signifie le tenant de la plume. C'est-à-dire que quand il y a un texte du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui doit être écrite, c'est Paris qui s'empare de la plume. Et on abandonne, pour ainsi dire, par tacite accord, depuis 1945, l'initiative des résolutions sur l'Afrique, anciennement colonie française, anciennement territoire sous tutelle française, à la France. Les blocages empêchant l'Afrique d'être respectée à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies peuvent donc être chiffrés de la manière suivante. Premier blocage, il n'y a pas de puissance militaire africaine suffisamment capable de se faire respecter par les États-Unis, par la Fédération de Russie, par la France, par la Grande-Bretagne. Et par conséquent, celle-ci ne peut pas peser a priori dans une négociation. Écoutez, il y a d'autres pays qui émergent, hein, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme le Brésil, et qui revendiquent également la participation à ce niveau-là. Comme la Turquie, qui revendique la participation à ce niveau parce qu'ils sont en train d'atteindre un niveau de puissance militaire sérieux. D'accord? Mais l'Afrique ne coche pas cette première case. Premier élément fondamental, l'Afrique n'est pas au Conseil permanent de sécurité parce que l'Afrique n'est pas ou n'a pas une grande puissance militaire d'échelle planétaire. Il y a une deuxième raison. L'Afrique n'est pas au Conseil permanent de sécurité parce que la plupart des puissances qui sont membres du Conseil permanent de sécurité, notamment les puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ne le veulent pas. Parce que cela supposerait le renoncement à ce qui a été le précaré de l'esclavage, le précaré de la néocolonisation, le précaré de l'impérialisme, le précaré de la France-Afrique. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est endogène. Si l'Afrique n'est pas membre du Conseil permanent des Nations Unies, c'est de la faute des peuples et des dirigeants africains eux-mêmes. Dans la mesure où la construction de l'intégration sous-régionale et de l'intégration continentale de l'unité africaine a pris du retard. Les organisations sous-régionales africaines, qui pendant très longtemps ont perdu du temps à l'Afrique, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique centrale, la SADC en Afrique australe, l'Union africaine, anciennement Organisation de l'unité africaine, toutes ces organisations se sont laissées gangréner par les puissances impérialistes néocolonialistes occidentales qui les ont empêchés de rater la construction de sous-ensembles et de grands ensembles de puissances africaines capables de forcer le kung-fu jujutsu géopolitique international. Donc, responsabilités africaines. Dans la mesure où, à la tête de plusieurs de nos pays, demeurent des roitelets ennemis de l'indépendance africaine, imposés à la tête de nos nations par les puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes, et sabotant sans cesse toutes les initiatives sous-régionales de construction d'ensembles forts. C'est le rôle d'un Ouattara Draman en Afrique de l'Ouest, c'est le rôle d'un Biya Paul, c'est le rôle du régime des Bongo, du régime Sassou, pendant longtemps du régime Mobutu, c'est le rôle pendant longtemps du régime tchadien, du régime togolais, des régimes de saboteurs de l'indépendance africaine ont prospéré pendant longtemps dans plusieurs pays africains. Voilà la raison. Numéro 3. Et maintenant, alors, que fait donc l'ONU? Puisque l'ONU n'est pas au service des intérêts des peuples africains, puisque l'ONU est surtout au service des intérêts des grandes puissances, notamment celles qui contrôlent le Conseil de sécurité permanent. Que fait donc l'ONU en Afrique? L'ONU s'établit en Afrique essentiellement dans le but de maintenir l'Afrique en condition de dépendance envers l'une ou l'autre des grandes puissances qui dominent le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Et vous êtes obligé de reconnaître qu'à l'intérieur du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, c'est l'Occident qui a la majorité. Il a trois puissances. Il a trois puissances. Il a la Grande-Bretagne, il a les États-Unis, il a la France. Alors que le Sud global n'a que deux puissances présentes, à savoir la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Par conséquent, la plupart des missions des Nations Unies dans le monde sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies et surtout par le déséquilibre interne au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Je recommence.
la plupart des missions des Nations Unies sont gangrénées par le déséquilibre interne à l'Organisation des Nations Unies. J'ai souligné le déséquilibre entre la faiblesse de l'Assemblée générale et la toute-puissance du Conseil de sécurité. À l'intérieur du Conseil de sécurité, le déséquilibre entre la toute-puissance du Conseil permanent de sécurité et la relative puissance du Conseil de sécurité en général. Et à l'intérieur maintenant du Conseil de sécurité lui-même, Conseil de sécurité permanent, j'ai souligné le déséquilibre entre la représentation de l'Occident, qui ne reflète en rien du tout la démographie planétaire, et la représentation de l'Asie à travers la Russie, l'Eurasie à travers la Russie, et la Chine. Donc en fait, c'est une organisation déséquilibrée. Et toutes les missions des Nations Unies sont déséquilibrées de la même façon. Elles sont gangrénées par les puissances qui contrôlent le Conseil de sécurité. Elles sont gangrénées par les puissances qui méprisent les décisions de l'Assemblée générale. Rien que pour vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que Israël, tout ce que Israël a fait à la Palestine depuis plus de 50-60 ans, a été condamné par des centaines de résolutions de l'Assemblée générale? Est-ce que vous savez que l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné des tonnes et des tonnes de fois Israël pour la colonisation de la Palestine, pour le génocide du peuple palestinien, pour le massacre des Palestiniens? Est-ce que vous savez pourquoi tout cela a été suivi de nul effet? Mais parce que, à l'intérieur du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont presque systématiquement protégé Israël de la mise en œuvre de la moindre résolution. Voilà un exemple. Je donne un deuxième exemple. Les États-Unis ont commis les plus graves crimes contre l'humanité que l'on connaisse dans le domaine militaire. Par exemple, ils ont jeté 2 bombes nucléaires sur le Japon en 1945, à Hiroshima et à Nagasaki. Il n'y a jamais eu de jugement pour cela. Ils ont organisé sur la base de leur doctrine dite de la preventive war, la guerre préventive. Ils ont organisé des attaques délibérées contre des puissances qui n'ont pas voulu se soumettre à l'hégémonie du dollar, ni se soumettre à leur carte volonté en matière, effectivement, de diplomatie, de politique internationale. C'est comme cela qu'ils ont attaqué, pendant très longtemps, le Vietnam. Ils ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué la Serbie, ils ont attaqué la Syrie, ils ont attaqué la Somalie, ils ont attaqué Cuba, ils ont attaqué le Venezuela, ils ont attaqué ils ont attaqué Cuba, ils ont attaqué la Libye, faisant à chaque fois des centaines de milliers, voire des millions de morts. Aucune résolution des Nations Unies n'a pu s'appliquer contre les États-Unis. D'ailleurs, de toutes les façons, l'Organisation des Nations Unies, elle est basée où? Elle est basée à New York, aux États-Unis. Quelle décision l'Organisation des Nations Unies, basée à New York, peut-elle prendre contre les États-Unis, alors qu'elle est sous la protection de l'armée américaine? Voilà 2 exemples. Israël et puis les États-Unis échappent depuis la fondation des organisations politiques internationales à toutes les sanctions. Pourquoi? À cause de cette asymétrie interne. Alors, quand l'ONU vient en mission en Afrique, quel est donc son objectif? Quel est l'objectif de l'ONU quand elle vient en mission en Afrique? L'objectif de l'ONU est très simple. C'est de reproduire son déséquilibre interne à l'intérieur de ses missions. Le déséquilibre que vous avez observé dans l'Organisation des Nations Unies est reproduit dans toutes les missions des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, ONUCI, au Mali, MINUSMA, en République centrafricaine, MINURCA, au Congo, MONUSCO, en Somalie, MINUSOM. Allez étudier l'histoire des missions des Nations Unies. Vous vous rendrez compte que cette histoire est la reproduction de la grande arnaque de New York. Quand une mission des Nations Unies se trouve dans un pays anciennement sous colonisation ou sous tutelle française, c'est l'aile française du Conseil de sécurité des Nations Unies qui domine la mission. Quand une mission des Nations Unies se retrouve dans un pays, dans une partie du monde qui était sous domination américaine, c'est l'aile américaine du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévaut. Systématiquement, lorsque des missions de l'ONU ont lieu dans les anciennes colonies des grandes puissances occidentales, les grandes puissances en question contrôlent la mission.
C'est-à-dire, instrumentalise alors la mission pour essayer de préserver des intérêts qu'elles ont perdus lors d'échéances politiques passées. Vous venez donc de comprendre dans quel but on a envoyé l'ONU en Côte d'Ivoire. L'ONU est venue en Côte d'Ivoire sauver les intérêts français. Voilà pourquoi elle a agi en étroite proximité avec l'armée française pour imposer Alassane Dramane Ouattara. L'ONU est venue en République démocratique du Congo sauver les intérêts américains, britanniques et français, les intérêts de l'OTAN. Voilà pourquoi l'ONU agit d'une manière complaisante envers le Rwanda de Kagame, l'Ouganda de Museveni, afin de continuer à favoriser le pillage du Congo par les multinationales européennes, les multinationales occidentales principalement. Écrivez ça. On voyage encore, on s'en va en Somalie. Quand l'ONU était en Somalie sous le nom de la MINUSOM, son objectif était d'assurer les intérêts américains. Les États-Unis voulant contrôler militairement depuis très longtemps la corne de l'Afrique. Il leur fallait écraser toute velléité de leur résister en Somalie. Et l'ONU, installée en Somalie, faisait les 4 volontés américaines. Les volontés de la MINUSOM. On change de pays, on vient en République centrafricaine. La MINUSCA qui est là, c'est le bras armé indirect du néocolonialisme français. Tout le monde a vu plusieurs fois le peuple centrafricain révolté. Pourquoi? Parce que la mission des Nations Unies posait des actions compatibles avec les intérêts des ennemis du régime quand le régime était en porte-à-faux avec la France. Bangui et plusieurs villes de la République centrafricaine ont connu des manifestations pour demander le départ des forces de l'ONU. Oui ou non? Allons au Mali, parce qu'il faut que les Africains comprennent. Mais pourquoi l'ONU a-t-elle été chassée du Mali? Mais parce que tout le temps qu'elle était au Mali, elle ne combattait pas le terrorisme. Sa présence s'accompagnait de la généralisation de l'emprise du terrorisme sur le pays, jusqu'à ce qu'un jour, des responsables de l'ONU expliquent que l'ONU n'est pas là pour combattre le terrorisme, qu'elle est là pour maintenir la paix. Mais pour maintenir la paix, il faut que la paix soit déjà là. Puisqu'il y a la guerre et que l'ONU est là pour maintenir la paix, ce n'est pas le rôle de l'ONU de s'attaquer aux terroristes. Voilà comment elle a été délogée du Mali par le peuple et les autorités révolutionnaires du Mali. Bon. Voilà assez rapidement une petite description de l'ONU. Quand donc cette organisation se lève pour venir soi-disant au Cameroun et nous dire qu'elle va aider à l'organisation des élections, ça ne vous dit rien? Dites-moi où est-ce que l'ONU a organisé des élections avec succès depuis qu'elle existe en Afrique. L'argument de l'ONU, pour ce qui concerne le Cameroun, est très effrayant. Ils disent qu'ils viennent aider à l'organisation des élections et qu'ils vont même donner de l'argent pour cela. Mais pourquoi l'ONU doit-elle donner de l'argent pour qu'un pays comme le Cameroun organise des élections? Le Cameroun est-il à des milliards de CFA prêts pour organiser une élection? Pour que le Cameroun organise une élection, il suffirait qu'on saisisse les fonds spéciaux de la présidence de la République du Cameroun. Et ces fonds spéciaux sont largement supérieurs aux besoins pour l'organisation d'une élection. Pour que le Cameroun organise l'élection, il suffirait qu'on prenne peut-être même pas le quart. Je pense 1/100, 1/1000 de l'argent que Paul Biya et sa famille ont volé au peuple camerounais. Et on pourrait organiser une élection avec cet argent. Il suffirait qu'on prenne simplement un peu de l'argent que le régime Biya, avant lui le régime Maïdjo, ont pris dans les caisses de l'État. Qu'on le reprenne simplement un peu, on peut financer. En faisant seulement bien fonctionner les douanes du Cameroun, en faisant bien fonctionner les taxes et impôts du Cameroun, on peut financer n'importe quelle élection au Cameroun. Mais quand l'ONU prétend venir au Cameroun aider à l'organisation d'une élection, y compris à son financement, n'est-ce pas le signe que l'ONU ne veut pas que le Cameroun, en réalité, soit un pays bancable, un pays financièrement sain, un pays correctement géré? À quoi sert-il de financer des élections pour des gens qui ne veulent pas financer leurs élections? Un pays qui ne veut pas financer ses élections ne doit pas les tenir. Un pays qui ne peut pas financer ses élections ne doit pas les tenir. Car l'histoire nous enseigne que celui qui finance les élections en dicte les résultats. Il faut que ce soit le peuple africain qui finance ces élections. Comme ça, c'est le peuple africain qui indique les résultats. Les élections financées par l'ONU, leur résultat est dicté par l'ONU.
Les élections financées par la France, leur résultat est dicté par la France. Les élections financées par l'Union européenne, leur résultat est dicté par l'Union européenne. Les élections financées par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, sont dictées dans leurs résultats par ceux qui financent. En matière électorale, celui qui paye décide. Or, nous voulons conduire l'Afrique vers sa souveraineté. Il faut donc que ce soit les peuples, les États qui payent eux-mêmes et personne d'autre. Tout pays africain où on n'a pas de l'argent pour financer les élections ne doit pas organiser les élections. Je recommence. Tout pays africain qui regarde dans ses caisses et se rend compte qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections ne doit pas les organiser. Il vaut mieux pas d'élections du tout que des élections financées par l'étranger. Il vaut mieux pas d'élections du tout que d'élections volées par les puissances néocolonialistes impérialistes, volées par la Banque mondiale, la soi-disant Banque, le Fonds monétaire international, la soi-disant Banque africaine de développement qui est remplie de l'argent des puissances étrangères. Toutes les élections qui sont financées par des puissances étrangères ne sont pas des élections véritables. Ce ne sont pas des élections souveraines. Il vaut mieux pas d'élections du tout que des élections foutou, des élections fourre-tout, des élections ouya-ouya, des élections akrika, okshin, des élections yougou-yougou. L'Afrique n'en a pas besoin. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait chasser toutes les missions de l'ONU du sol africain. Car ces missions sont chargées de maintenir les pays africains dans la structure de déstabilisation qui est la structure réelle de l'Organisation des Nations Unies elle-même. L'Organisation des Nations Unies est comme la belle femme du monde, la plus belle femme du monde selon le proverbe. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Le plus bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. L'ONU est une organisation asymétrique, déséquilibrée. C'est une organisation contradictoire. C'est une organisation schismatique. C'est une organisation oligarchique. Elle ne peut pas instaurer la démocratie dans le monde puisqu'elle ne la pratique pas elle-même dans ce monde. Comment une organisation non démocratique peut-elle instaurer la démocratie? Comment une monarchie comme la Belgique ou comme l'Angleterre ou comme le Danemark, comment une monarchie comme le Luxembourg ou comme Monaco ou une monarchie comme la Hollande, l'Espagne, peuvent venir enseigner la démocratie aux Africains? Ils ont fini de les apprendre chez eux? Non. L'ONU n'est pas une organisation démocratique. C'est une organisation oligarchique. C'est une organisation des puissances. C'est une organisation au service du rapport de force géopolitique planétaire et dont la cellule la plus profonde, le Conseil permanent de sécurité, est dominée par l'Occident. Or, les pays occidentaux qui, à trois, tiennent une bonne partie du Conseil permanent de sécurité sont démographiquement minoritaires sur la Terre. Il ne faut donc plus que les pays africains obéissent à ce machin, comme l'a appelé lui-même le général de Gaulle. Voilà pourquoi le premier sujet de cette conférence consiste à appeler les Africains à s'inspirer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et à chasser les missions de l'ONU les unes après les autres. Tout gouvernement africain authentique doit signer un décret demandant aux troupes de l'ONU de quitter son sol et la mission de l'ONU de fermer. Tout gouvernement africain authentique doit fermer les missions militaires de l'ONU. Toute mission supposant la présence de gens de l'ONU sur le terrain africain doit être fermée. Même le motif humanitaire ne peut plus être considéré. Pourquoi? Parce que derrière le motif humanitaire, on a véhiculé des mercenaires. On a placé des hommes derrière les lignes des troupes africaines en lutte contre le terrorisme, en utilisant des véhicules de l'ONU. On a profité des missions humanitaires de l'ONU pour voler les richesses africaines. L'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le cobalt, le lithium ont été abondamment volés avec la complicité des agents de l'ONU. Sans oublier les autres exactions dont ils sont coupables, y compris des modifications abusives de la taille des populations des villes dans lesquelles ils résident. Ça suffit, l'Afrique vache à lait de l'ONU. Ça suffit,
Ça suffit. Au Cameroun, où nous appelons à la grande mobilisation pour libérer le pays de la dictature, l'ONU n'aura pas le droit d'avoir une mission. Pas de mission de l'ONU sur le terrain au Cameroun. Dès qu'il y a un véritable changement panafricain révolutionnaire au Cameroun, l'une des premières décisions qu'un authentique gouvernement révolutionnaire camerounais va signer, c'est la fermeture de la mission de l'ONU.